Bon, bienvenue à tous à cette quatrième séance du séminaire Suicide, Psychiatrie et Sciences sociales. Alors, pour rappel, après notre première séance, où on a écouté Eva Jampolsky d'un point de vue, enfin, d'une perspective historique à propos de la construction de la catégorie de la mort volontaire. Ensuite, lors d'une deuxième séance, on a écouté Cyril Lemieux qui nous a présenté le suicide d'Émile Durkheim. Et en novembre, c'est Florence Weber qui nous a présenté le suicide depuis la perspective de Marcel Mauss. Et aujourd'hui, nous recevons Marie Gesson, qui est sociologue, professeure des universités à l'Université Sorbonne Nord et rattachée à l'IRIS, sociologue de la santé, des professions médicales, de l'activité médicale, directrice adjointe de la MSH Paris Nord et spécialiste de Maurice Halbach. Alors, elle a notamment publié en 99 dans la Revue d'histoire des sciences humaines Temps et espace chez Maurice Halbach, et plus récemment une contribution à un ouvrage qui s'intitule The Anthem Companion to Maurice Halbach, sous la direction de Robert Leroux et Jean-Christophe Marcel, un ouvrage anglo-saxon qui est paru en 2021. Qui va nous présenter aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de sa venue pour nous présenter Les causes du suicide, paru en 1930 de Maurice Halbach, donc 33 ans après le suicide d'Émile Durkheim, dans l'entre-deux-guerres. Voilà, je vais lui laisser la parole, mais juste avant, je ferai un petit rappel, à savoir que c'est un séminaire interdisciplinaire qui implique qu'on n'utilise pas forcément les mêmes termes et que les choses qu'on vienne de la psychiatrie ou des sciences sociales ne veulent pas forcément dire les mêmes choses ou ne recouvrent pas les mêmes réalités. Et donc, l'idée est plutôt que de réagir de façon véhémente ou de se demander des précisions, une explication quand on ne comprend pas ou qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, et de rester courtois et modéré à l'égard à la fois des interventions et des différentes origines disciplinaires des participants. Voilà, merci, et Marie Gesson, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour cette annonce qui préfigure, je ne sais pas, mais en tous les cas, je ferai un effort pour bonjour à tous. Je vous ai mis une première image avec les ouvrages de Maurice Halbach. Il y en a à peu près 12 ou 13 tout au long de sa carrière et de sa vie. Bon, évidemment, je n'ai pas du tout mis ces articles, mais c'est juste pour matérialiser la chose. Et ensuite, j'ai mis une bibliographie pour que vous puissiez la consulter par la suite. Je ne vais pas du tout la commenter de manière détaillée maintenant. Et dans cette bibliographie, dans la deuxième image, je vous ai mis quelques ouvrages de référence pour aller plus loin. Et sur ces ouvrages de référence, vous retrouvez Christian Baudelot, je crois que vous l'avez eu comme intervenant, puisque c'est un grand spécialiste de Maurice Halbach avec lequel j'ai pu travailler. Et d'autres aussi, comme notamment Jean-Christophe Marcel, qui est aussi un grand spécialiste de Maurice Halbach. Voilà, alors dans cette petite bibliographie, vous remarquerez, je me permets de vous le dire, et il y a une biographie de Maurice Halbach qui existe, qui a été publiée, mais qui comporte beaucoup d'anomalies, si on peut dire. Pourtant, elle a été faite par une historienne spécialiste de la Première Guerre mondiale qui s'appelle Annette Baker, mais cette biographie n'a pas du tout, disons, tenu ses promesses. Donc, si vous tombez sur cette biographie, sachez qu'il n'est pas conseillé de la lire. Mais je suis désolée de le dire, tous les Halbachiens s'accordent là-dessus. Ça peut arriver. Alors, la postérité de Maurice Halbach, c'est une postérité qui est surtout fondée sur le fait qu'on retient de lui qu'il est le fondateur de la mémoire collective et l'introducteur du raisonnement probabiliste en sciences sociales. Donc, ce sont deux éléments solides de la mémoire de ce travail de Maurice Halbach. Alors, je vais commencer par vous donner une petite trajectoire de Maurice Halbach pour que vous saisissiez un peu d'abord dans quelle sphère intellectuelle il a été élevé et il a agi également. Et ensuite, je vous donnerai un portrait. Bon, là, vous avez déjà celui de Mario Roch, mais je vous le commenterai. Donc, Maurice Halbach est né en 1877. C'est le deuxième enfant d'une fratrie de 4 enfants. Le père de Maurice Halbach, c'est un agrégé d'allemand qui a opté pour la France, puisqu'il est né en Lorraine, et au moment de la guerre de 1870, la famille de Maurice Halbach est partie à Paris, souhaitant rester français. Donc, Gustave, qui était le père de Maurice Halbach, a enseigné l'allemand dans le collège
qui se trouve dans le 5e arrondissement, dont j'ai oublié le nom, c'est pas très grave. Mais c'était un très très bon enseignant d'allemand. Son manuel a été un manuel de référence jusque dans les années 1970. La mère de Maurice Alvax était la fille d'un imprimeur de Belfort, donc très attachée à la lecture, aux ouvrages, et elle lira tous les ouvrages de son fils, il faut bien le dire. Alors, Maurice Alvax est rentré à Henri IV pour faire ses études en lycée, et puis il a été reçu à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en 1898. Il a travaillé, donc il a fait ses 2 années à l'école normale et il est sorti agrégé de philosophie. Donc, c'est un philosophe de formation, comme les sociologues l'étaient à l'époque. Il était dreyfusard, c'est-à-dire qu'il a défendu, il était convaincu de l'innocence de Dreyfus. Et c'est la raison pour laquelle il va divorcer en 1908 de sa femme, qui, elle, était anti-dreyfusard. Et c'est un des rares divorces. Ça vous donne déjà une idée du caractère de Maurice Alvax. Il a quitté le domicile conjugal à la suite d'une discussion politique un peu vive. Et il a pris tous les torts à sa charge au moment du divorce devant le tribunal. Il y a même eu une publication dans les journaux de l'époque, ce qui était relativement rare. Alors, après son agrégation, et par le fait même qu'il était politiquement pour l'innocence de Dreyfus, et il s'est engagé auprès des socialistes. Or, à l'École normale supérieure, il s'était trouvé très proche de socialistes comme Léon Blum, qui était à peu près de sa génération, Jaurès, qu'il avait aussi fréquenté. Donc, il a eu, disons, une fréquentation des cercles socialistes et ce qui l'a conduit à écrire dans l'Humanité les cahiers du socialisme. Par ailleurs, à la même époque, il était très proche de François Simian. Alors, François Simian, vous ne le connaissez pas, mais c'était un sociologue de l'économie, un normalien. Et François Simian était un socialiste, alors là, très convaincu. Il a été très actif dans le milieu socialiste. Et Simian, c'était un élève d'Henri Bergson, le philosophe Henri Bergson, qui était le plus grand philosophe français de l'époque. Et Simian a donc introduit Maurice Alvax auprès d'Henri Bergson. Et Alvax va donc avoir une formation auprès de Bergson en philosophie et restera proche et très critique de Bergson jusqu'à la mort de Bergson en 1941, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'à la fois, il va être très marqué par la philosophie de Bergson, et plus précisément par la méthode philosophique de Bergson, mais en même temps, il prendra ses distances intellectuelles vis-à-vis de Bergson lorsqu'il rencontrera Émile Durkheim, le sociologue Émile Durkheim, auprès duquel il se formera en sociologie. Donc, dans le contexte de sa rencontre avec Émile Durkheim, il va se lancer dans une thèse de lettres. Et à l'époque, la thèse de lettres s'accompagnait d'une thèse complémentaire. Donc, il va travailler notamment sur la théorie de l'homme moyen d'Adolphe Quetelet. Et si je le cite, c'est parce que c'est son introduction auprès de la critique des statistiques de l'époque, et notamment de l'absence de réflexion probabiliste en termes de statistiques. D'autre part, il va donc, en étant pour la défense de Dreyfus, il va se rapprocher de la Ligue des droits de l'homme. Et ce faisant, il va rencontrer le directeur de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bache, qui est un philosophe qui enseignait à la Sorbonne. Et Victor Bache a une fille. Et c'est avec cette fille que Maurice Alvax va se remarier en 1913, alors même qu'il achève sa thèse complémentaire. Et il restera marié donc avec Yvonne Bache jusqu'à sa disparition. Yvonne Bache, qui est une jeune femme extrêmement impliquée politiquement, qui est adulée par son père, Victor Bache, et qui donc sera aux côtés de Maurice Alvax pour la défense, par exemple, des socialistes espagnols au moment de la guerre d'Espagne. C'est juste pour vous donner un peu le contexte à la fois familial et intellectuel dans lequel Maurice Alvax baigne. Alors, ce milieu intellectuel et familial fait que Maurice Alvax a été oublié par la famille,
parce que Victor Bache était la figure dominante de la famille. Victor Bache qui était très proche de Léon Blum, qui était le conseiller même de Léon Blum lorsque Léon Blum a été président et chef de cabinet, et surtout au moment du Front populaire en 1936. Donc, Maurice Halbwachs, c'est quelqu'un qui est à la fois très actif, mais en même temps qui est sous la coupe, disons, de la personnalité de Victor Bache. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, Maurice Halbwachs, qui était extrêmement myope, sera réformé et donc travaillera au ministère de l'Armement, dans le cabinet du ministre de l'Armée de l'époque, Albert Thomas, qui est lui-même un socialiste normalien, donc il l'avait connu à l'école normale supérieure. Donc il va passer toute la guerre dans ce cabinet à faire des statistiques sur le nombre d'obus à produire, etc. À la fin de cette Première Guerre mondiale, il va commencer sa carrière universitaire, donc je parle de Maurice Halbwachs. Il sera nommé en 1918 à l'université de Caen et il rejoindra en 1919 l'université de Strasbourg, qu'il faut refranciser puisque Strasbourg retourne à la France et qu'il y a un programme très important de refrancisation de l'université de Strasbourg et de l'Alsace de manière plus générale. Donc à Strasbourg, on le met sur la chaire de sociologie et de pédagogie et il restera à Strasbourg de 1919 à 1935. Et en 1935, il rejoindra Paris à la Sorbonne où il enseignera jusqu'à sa disparition. Alors Strasbourg, c'est une période très importante, c'est la période où il rencontre tous les savants normaliens qui ont été mis à Strasbourg, parce qu'on a choisi de mettre les meilleurs à Strasbourg, mais des jeunes et des jeunes germanophones, puisqu'il s'agit aussi d'être devant un public qui parle mieux l'allemand que le français, au moins dans les premières années. Et donc, il va rencontrer les fondateurs de la nouvelle histoire française, que sont Lucien Febvre ou encore Marc Bloch, avec qui il nouera des relations très, très serrées. Donc, ce sont des années de mûrissement, ces années strasbourgeois, des années de publication. Une partie de ces publications sont produites dans cette période 1919-1935. C'est des années aussi de relations et d'amitié intellectuelle qui se nouent. Alors, il va aussi, cette période strasbourgeoise va avoir une grande importance pour la question des probabilités, puisque c'est pendant cette période strasbourgeoise que Maurice Halbwachs va se former aux mathématiques et notamment au calcul des probabilités auprès du plus grand mathématicien de l'époque en France, Maurice Fréchet. Donc, Maurice Fréchet lui-même vont être tenants d'un cours qui s'adressa à des jeunes cadres alsaciens et ce cours portait sur les probabilités. Et ça débouchera sur un ouvrage qui s'appelle « Le calcul des probabilités à la portée de tous », au nom donc de Maurice Fréchet et de Maurice Halbwachs, qui est paru en 1924. À Strasbourg, il fréquente aussi le psychologue Charles Blondel. Charles Blondel, avec lequel il va nouer un dialogue constructif et critique dans ses recherches sur la mémoire, puisqu'une grande partie de son premier ouvrage sur la mémoire, et je vais vous le remettre là, donc les cadres sociaux de la mémoire, qui sont parus en 1925, partent d'une critique en fait, de l'approche de la psychologie de Charles Blondel, de la mémoire d'une part, et d'autre part d'une critique beaucoup plus féroce, si je peux dire, de la mémoire d'Henri Bergson, de l'approche de la mémoire par Henri Bergson, durée et simultanéité notamment, etc., et d'autres ouvrages de son maître Henri Bergson. Donc, il va avoir un dialogue assez serré avec Charles Blondel, et notamment ce qui va conduire Maurice Halbwachs en 1925 à affirmer la nature sociale de la mémoire, en réfutant donc la notion de la mémoire individuelle, et plus précisément la notion de la mémoire individuelle pure d'Henri Bergson, Henri Bergson présupposant que la mémoire ne fonctionne que si l'individu se renferme sur lui-même et va au plus profond de son intimité. Alors, et ce sera donc le point
de départ de Maurice Halbwachs dans sa critique sur la mémoire et de sa démonstration de la mémoire collective. Ce qui n'empêche que Maurice Halbwachs gardera toujours des relations amicales avec Bergson, même s'il prend de plus en plus ses distances sur le plan intellectuel au fil des ans avec Bergson. Alors, l'année 1930 est prolifique, puisque en 1930, et c'est ce qui va nous occuper beaucoup, enfin, relativement de manière importante ce soir, ce sont les causes du suicide. Je vous ai remis, là, ça c'est l'édition Princeps, c'est-à-dire première, et la réédition qui a été faite beaucoup plus récemment, dans une collection dirigée par Serge Pogam, qui est donc paru dans les années 2000, cette réédition. Donc, les causes du suicide, 1930, il s'agit donc de reprendre l'analyse de Durkheim et d'apporter une nouvelle analyse, finalement, de manière très, très douce, mais il y a un fond de critique très important du travail de Durkheim sur le suicide, Durkheim étant mort depuis quelques années déjà lorsque cet ouvrage reparaît. Je reviendrai là-dessus, bien sûr. 1938, c'est l'esquisse d'une psychologie des classes sociales et morphologie sociale. Alors, morphologie sociale, c'est donc les deux mêmes années. En 1938, ces deux ouvrages. Alors, la morphologie sociale, c'est, disons, plus proche de la réflexion sur le substrat physique des sociétés, et l'esquisse d'une psychologie sociale, c'est une analyse des systèmes de représentation au sein de la société française. L'année 1941 voit la dernière parution de l'ouvrage du sociologue qui est la topographie légendaire des évangiles saints. Donc, c'est le dernier ouvrage paru de son vivant. C'est un ouvrage qui n'a pas eu beaucoup de réception puisqu'il est paru à une très mauvaise date, il faut bien le dire, mais qui est un ouvrage très important puisqu'il revient sur son analyse de la mémoire collective à partir d'un cas particulier qui est la mémoire religieuse et qui s'adaptait très très bien à l'analyse de cette mémoire collective, puisqu'il va prendre le cas des évangiles en Terre Sainte à partir de Jérusalem, qui est une ville détruite, et donc comment, à partir d'une topographie inexistante, on va construire une topographie des évangiles. C'est l'analyse de cet ouvrage de 1941. Donc, c'est une étape importante, disons, de l'avancée de sa pensée sur la mémoire et même de la redéfinition des cadres sociaux de la mémoire tels qu'il avait pu les poser en 1925. Donc là, il y a une évolution intellectuelle entre 25 et 41 sur cette question. Alors, en janvier 1944, excusez-moi, les parents de sa femme, donc d'Yvonne, devenue Halbwachs, les parents Victor et Ilona Bache, qui sont octogénaires, qui ont plus de 80 ans en 1944, vont être assassinés par la milice française près de Lyon. Halbwachs, qui était très proche de Victor Bache, très proche, pas intellectuellement, mais disons affectivement, de Victor Bache, va prendre sur lui d'aller dénoncer cet assassinat sans se rendre compte tellement des risques qu'il prend, mais il va se rendre à Lyon pour faire une protestation officielle de cet assassinat. Et il va aller à l'enterrement, il va prendre le risque d'assister à l'enterrement, tout en interdisant à sa femme de le faire. Il survivra à cette expérience, si on peut dire, et il sera élu en février 1944 au Collège de France sur la chaire de psychologie collective. Il prendra ses fonctions au Collège de France en juin 1944. Le début des cours est fixé au mois de décembre 1944, donc à la fin de cette même année. Il avait prévu de consacrer donc les cours au Collège de France, c'était toujours le cas aujourd'hui. Vous avez un cours général et puis un séminaire qui est adossé au cours. Donc le cours général est ouvert au grand public et le séminaire est ouvert aux invités par le professeur. Et donc Halbwachs avait prévu pour son séminaire de parler des questions de démographie. Halbwachs est aussi considéré comme le père de la démographie et de l'Institut national des études de démographie. Et donc,
son séminaire sur les questions de démographie et son cours du lundi, donc son cours public à la psychologie collective de la mémoire. Alors, je le mets au passé puisque Alvax n'assurera jamais ses enseignements. Le 26 juillet, il est arrêté. Il est arrêté par la police française à son domicile. Il est remis aux autorités allemandes le jour même. Il est arrêté à la suite en fait d'une maladresse, enfin ce n'est pas de la faute de son fils, mais d'une maladresse quand même de transmission de son fils d'un document qu'il devait transmettre parce qu'il était dans un réseau de résistants. Les deux fils de Maurice Alvax étaient dans la résistance sans le savoir les uns et les autres. Et Pierre Alvax, donc le plus jeune fils, a été arrêté au square Boucicaut, donc près du Bon Marché. Et à la suite de l'arrestation de Pierre Alvax, la police française a été perquisitionnée dans le domicile du père, donc de Maurice Alvax. Yvonne, qui était d'origine juive, s'était cachée. Mais Maurice Alvax pensait qu'il était protégé par son statut de professeur du Collège de France et ne s'était pas caché, donc a accueilli la police française. Et cette police française, ne le trouvant que lui, l'a arrêté et remis donc aux autorités allemandes. Maurice donc, et son fils Pierre Alvax vont être déportés dans un même convoi le 15 août 1944 et arriveront le 20 août au camp de concentration de Buchenwald, près de Weimar. Alors, j'ai regardé les archives, j'ai travaillé sur cette question et j'ai regardé les archives du camp de Buchenwald. Maurice Alvax est mort donc le 15 mars 1945 dans le camp, un mois avant la libération du camp, et il est mort de faiblesse, de dysenterie, etc. Le courrier officiel envoyé à Yvonne Alvax indiquait le 16 mars. Donc là, bon, vous avez deux dates, l'une du camp, l'autre du courrier officiel, mais peu importe. Le pauvre Maurice Alvax est décédé dans ce camp. Son fils va survivre et va revenir et aura beaucoup de mal à se remettre de cette expérience parce qu'il s'en voudra toute sa vie de l'arrestation de son père et de la disparition de son père, ce qui le conduira à la fin de sa vie à se suicider. Bien. Alors, au moment de son arrestation, le sociologue travaille à l'achèvement d'un manuscrit qui sera publié sous le titre « La mémoire collective » que je vous ai mis là, qui est donc son ouvrage posthume, puisqu'il sera publié en 1945 pour la première édition, et 1950 pour l'édition de livres. 1949, c'est une édition sous forme d'articles dans une revue. Alors, les divers témoignages, et là, ça me ramène au témoignage de Mario Roch, qui était professeur au Collège de France et qui a rendu hommage après la disparition de Maurice Alvax aux sociologues. Et à l'occasion de l'hommage qu'il rend aux sociologues, vous avez une description qui est partagée par tous ceux qui ont connu Maurice Alvax et qui rejoignent toutes les autres descriptions, disons, du caractère de Maurice Alvax. J'ai eu la chance de pouvoir transcrire un long interview avec la sœur de Maurice Alvax, qui était une philosophe, Jeanne Alexandre, qui rejoint tout à fait cette description aussi. Donc, vous voyez, il aimait la discussion philosophique, il parlait d'une voix lente, appuyée, et souvent on s'en plaignait, menant jusqu'au bout son raisonnement sans se laisser détourner des conclusions auxquelles il voulait aboutir. En effet, c'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout de sa pensée, toujours. Mais plus encore, il était épris d'exactitude et d'études précises, d'une sincérité scrupuleuse. Il s'informait longuement, sans passion, et toujours de son examen des faits, tirait des conclusions auxquelles il conformait son attitude morale et son activité scientifique. C'est un très beau portrait et très fidèle. C'est la raison pour laquelle je le prends toujours en exemple, parce qu'il est très très proche de ce que était Maurice Alvax, tel que tous les témoins peuvent le rapporter. La méthode suivie par Maurice Alvax, ça va être donc celle, sur le plan intellectuel, celle de ses 2 maîtres, auquel il aura une reconnaissance jusqu'à la fin, c'est-à-dire Durkheim, Émile Durkheim, et puis Henri Bergson. Ce qui ne l'empêche pas
revisiter hein, leur analyse, même de les critiquer, mais il restera fidèle jusqu'au bout à ses 2 maîtres. Alors, chez Bergson, ce qu'il va retenir essentiellement, c'est la méthode de travail de Bergson, et non pas la philosophie vitaliste hein, de Bergson, puisque dans Bergson, notamment le 2e Bergson, c'est-à-dire le Bergson tardif, hein, va être un Bergson très vitaliste, mystique, dans les 2 sources de la morale et de la religion, notamment, où Bergson finalement se posera en anti-durkheimien, ce qui n'était pas le cas dans les premiers ouvrages de Bergson. Je vous ai mis aussi une 2e citation hein, qui, cette fois-ci, est sur l'œuvre d'Alvax et qui est une citation tirée d'un des rares étudiants d'Alvax, je dirais un rare doctorant, puisque Maurice Alvax a eu beaucoup d'étudiants, mais il a eu très peu de doctorants, il a formé très peu de docteurs. Et là, il s'agit donc de George Friedman, hein, qui donc a été son étudiant et qui explique qu'on trouve dans toute l'œuvre d'Alvax donc cette souplesse dans le maniement de la méthode sociologique, cette absence d'esprit de système, cette précieuse variété dans l'angle des prises de vue sur le réel. Donc, Alvax, durkheimien, analyse les objets sociaux, hein, la réalité sociale, et en tant que proche de Bergson, il apporte une analyse critique hein, sur ces objets, sur la conception de ces objets. Et la reprise des causes du suicide va se faire sous ces 2 auspices, hein, quand il va reprendre à la demande donc de Marcel Mauss. Alors, je vous l'ai mis là, Marcel Mauss, hein, neveu d'Émile Durkheim. Marcel Mauss, bon, qui n'est pas normalien, c'est un des rares non-normaliens chez les sociologues de l'époque, qui a été formé par son oncle, hein, puisque Marcel Mauss a été élevé par Émile Durkheim dès l'âge de 15 ans. La sœur d'Émile Durkheim a demandé à son frère d'accueillir son neveu. Et Marcel Mauss, qui est donc dans la mythologie de l'histoire de l'anthropologie française, présenté comme le père de l'anthropologie française, mais Mauss, lui, se voit avant tout comme l'héritier de son oncle. Donc, il se voit comme un sociologue, anthropologue, au sens très large du terme. Et après la mort de son oncle, il va valoriser l'héritage de son oncle. Hein. Ça va être un de ses objectifs. Hein. Marcel Mauss et Maurice Alvax sont quasiment les 2 seuls à survivre à la Première Guerre mondiale, aussi parmi les durkheimiens. Donc, tous les 2 vont avoir cette lourde charge de faire évoluer la pensée durkheimienne et en même temps de la faire connaître. Donc, Marcel Mauss va solliciter Maurice Alvax pour ce nouvel ouvrage sur le suicide. Et Mauss le fait parce qu'il estime que la société française s'est transformée et qu'il faut mettre à jour le travail de Durkheim, que c'était un travail sur la fin du 19e siècle et qu'on n'est plus dans la société du 19e siècle, c'est-à-dire d'avant la Première Guerre mondiale, mais qu'il est nécessaire maintenant de saisir les processus, les évolutions de cette société depuis la Première Guerre mondiale, il faut bien le dire. Donc, il sollicite de manière amicale Maurice Alvax, qui va, je vous ai mis dans la préface, hein, l'avant-propos, le petit texte, un petit extrait hein, de Mauss qui explique cette sollicitation. Et notamment, il explique bien qu'un livre tout nouveau était en effet nécessaire. Hein, comme toute science, il faut remettre sur le métier. Alors ça, c'est une idée aussi très importante, c'est-à-dire que rien n'est acquis hein, dans la science. C'est dynamique, et ça, Maurice Alvax le défendra toujours, cette pensée. Il y a des remaniements, hein, la société se remanie, il y a des dynamiques et il faut les analyser.
Donc, et Marcel Mauss insiste aussi dans la fin de la phrase, vous voyez, sur les nouveaux outils qui sont apparus, des nouveaux faits, mais surtout les nouveaux outils. Et là, il pensait aux probabilités. Parce que Maurice Halbwachs est quasiment le seul à l'époque à maîtriser cet outil que sont les probabilités dans les sciences sociales. Et c'est la raison pour laquelle aussi il sollicite Maurice Halbwachs, parce qu'il connaît son habileté pour mettre en œuvre ces nouveaux outils probabilistes. Notamment cette capacité à recourir au calcul de dispersion autour de la moyenne. Alors nous connaissons tous la moyenne, qui est un outil inventé relativement récemment, quand on est au début du XXe siècle. C'est un outil qui a été mis en place au cours du XIXe siècle. Et cet outil s'est perfectionné et les probabilités donnent désormais, depuis 1918, le moyen de calculer la dispersion autour de la moyenne, ce qu'on appelle des écarts-types. Je pense que parmi vous, vous avez tous entendu parler au moins à un moment ou un autre des écarts-types ou encore de la variance, même si on ne la pratique pas, hein, mais ce sont des termes qu'on connaît. Or, les écarts-types, le calcul des écarts-types ou encore de la variance ont été mis au point en 1918, c'est-à-dire à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et ça a été mis au point par un statisticien, Ronald Fisher, qui a mis au point ces outils qui permettent de mesurer la dispersion des valeurs d'une distribution de probabilité et donc d'améliorer l'analyse quantitative. Alors, Maurice Halbwachs va utiliser cet outil dans les causes du suicide. Il va aussi disposer d'éléments dont ne disposait pas Émile Durkheim. Il va disposer de nouvelles séries de statistiques. Je pense que dans les cours précédents, on vous a expliqué qu'au cours du XIXe siècle, des bureaux de statistiques dans chaque pays européen et aux États-Unis ont été mis en place à partir d'un congrès international de statistiques animé par Quetelet, et même fondé par Quetelet, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la question de la moyenne et de la critique de la moyenne chez Quetelet par Maurice Halbwachs. Et donc, à partir de 1853, vous avez des congrès réguliers de statistiques qui mobilisent les statisticiens européens et américains de ces bureaux de statistiques. Et ça permet d'homogénéiser les critères de recueil des données statistiques. Et c'est ce qui a permis chez Durkheim à faire ses premières études sur le suicide. Mais ces statistiques vont être perfectionnées au fil des décennies. Et arrivé dans les années 1920, les statistiques dont on dispose sont beaucoup plus sûres, plus solides et permettent d'avoir des séries beaucoup plus longues que ceux dont disposait Émile Durkheim. Alors ça aussi, ça va être un atout pour Maurice Halbwachs, de pouvoir disposer de ces chiffres plus solides et surtout qu'on peut comparer beaucoup plus facilement. Donc, cela a conduit Maurice Halbwachs à compléter, à modifier et parfois même à abandonner certaines des thèses de Durkheim et donc à proposer de nouvelles analyses autres que celles d'Émile Durkheim et que vous avez dû balayer à un moment ou à un autre. Et pour Marcel Mauss, c'était justement la raison pour laquelle il fallait absolument refaire un ouvrage sur les causes du suicide. Et c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on essaye de réfléchir sur le suicide, au moins en termes sociologiques, il est tout à fait recommandé, certes, de lire Émile Durkheim, le suicide d'Émile Durkheim, mais surtout de le compléter par la lecture des causes du suicide. Or, cette lecture des causes du suicide, souvent, est passée au second plan. Il faut bien dire que dans l'enseignement de la sociologie, autant on enseigne très facilement le suicide de Durkheim, souvent on oublie de l'adosser à l'ouvrage de Maurice Halbwachs, et c'est une grave erreur sur le plan de la compréhension de ces causes de suicide et de l'évolution de la société par rapport justement à cette pratique du suicide. Donc, lorsque Maurice Halbwachs s'attelle à ce nouvel ouvrage sur le suicide, il n'a plus à démontrer que c'est un phénomène social. Il estime, comme Marcel Mauss et comme ses contemporains, que
l'ouvrage d'Émile Durkheim a démontré la face de la réalité sociale du suicide, c'est-à-dire qu'a mis l'accent sur le fait que le suicide est bien un phénomène social, d'ordre social. C'est un acquis, donc il n'a pas à revenir là-dessus. Maurice Salvax va reprendre à sa manière la problématique de Durkheim, mais en appuyant sa problématique sur des outils d'analyse un peu différents. Notamment, il ne va plus s'interroger sur la question de l'individuation. Dans certains, on pourrait parler d'individualisation aussi, mais en sociologie, on dit individuation. Mais il va, ou en termes de cohésion sociale, par exemple, chez Durkheim, vous l'avez vu, l'idée centrale, c'est que le lien social est avant tout un lien moral et que travailler donc sur le suicide, ça permettait à Émile Durkheim justement de saisir l'état moral de la société en saisissant l'état du lien social. Donc chez Durkheim, il y a une volonté d'objectiver les tendances collectives qui sont donc des faits sociaux. Le taux social du suicide chez Durkheim, je vous le rappelle, est donc un indicateur significatif de l'état de la société. Ce qu'il a amené à poser un outil, un concept d'anomie, c'est-à-dire d'absence de normes et donc de morale finalement de la société. Et Maurice Salvax ne va pas partir sur cette piste, si on peut dire ça comme ça. Donc sur la piste de la régulation sociale ou de l'intégration sociale. Non, Maurice Salvax va prendre une autre piste, la sienne propre, si je peux dire. Donc là, je vous remets un petit extrait de la division du travail social d'Émile Durkheim, qui est la thèse d'Émile Durkheim, donc qui est parue quelques années avant le suicide, dans l'ordre des publications de Durkheim, qui pointait beaucoup son analyse sur la question de la moralité ou de l'immoralité, qui est une question très courante à la fin du XIXe siècle. D'un point de vue littéraire, on trouve aussi des romans là-dessus. Mais chez Maurice Salvax, la notion qui va être clé, c'est la notion du genre de vie. Le genre de vie, c'est une autre forme de lien social, c'est une autre manière d'appréhender en fait le lien social qui va permettre à Maurice Salvax de réexaminer la question des causes du suicide. Alors aujourd'hui, le genre de vie a été, disons, c'est vulgarisé en termes de style de vie. Je pense que vous avez tous entendu des sondeurs ou des statistiques où on parle de style de vie, mais ça s'ancre dans cette notion du genre de vie qui nous provient en fait d'un géographe qui s'appelle Vidal de la Blache, qui avait le premier défini cette notion du genre de vie. Alors, dans les causes du suicide, Maurice Salvax va s'appuyer essentiellement sur cette notion de genre de vie dont il va définir de la manière suivante. Je vous l'ai mis dans ce diaporama. C'est donc l'ensemble des coutumes, des croyances et des manières d'être qui résultent des occupations habituelles des hommes et de leur mode d'établissement. Donc, il nous le livre, cette définition, comme vous le voyez dans les dernières pages des causes du suicide, puisque c'est pages 375-376. Donc, il ne nous les donne pas d'emblée dans l'ouvrage. Alors, ça s'explique dans la mesure où cette notion de genre de vie, il l'a déjà déclinée dans les ouvrages précédents. Donc, il n'avait pas, pour ses lecteurs de l'époque, à, disons, le préciser d'emblée. Alors, deux genres de vie, donc, ou deux types de civilisation, c'est synonyme pour lui. Il utilisera ces deux terminologies de manière synonyme, genre de vie ou type de civilisation. Ces deux types de genre de vie ou de civilisation, quelques différences puissent-elles avoir, c'est la deuxième citation, se ressemblent en ce qu'ils comportent un nombre plus ou moins grand d'occasions pour les hommes d'entrer en rapport les uns avec les autres, rapports amicaux, rapports indifférents ou rapports d'hostilité. Alors, cette notion de genre de vie nous provient du géographe Vidal de la Blache, donc 1845-1918,
qui a été considéré comme le fondateur de la nouvelle école française de géographie. C'est pour ça que je vous ai mis quand même qu'on n'oublie pas Vidal de la Blache, qu'on a tendance souvent à oublier. Alors, si on suit le raisonnement de Maurice Alvax, quand le genre de vie urbain prévaut, on se suicide plus, c'est-à-dire davantage. Si l'on examine par exemple les liens entre faits de suicide et groupe familial, eh bien, il faut constater, et je suis dans la pensée d'Alvax, il faut constater qu'en France, dans le département de la Seine, le mariage protégerait de moins en moins les époux du suicide à mesure que le temps passe et qu'il cesse de protéger la femme à un âge moindre que l'homme. Alors, c'est un constat qu'il fait, donc le mariage protège de moins en moins au fil du temps, si on peut dire, et il protège aussi moins la femme que l'homme. C'est que explique Alvax que dans les pays à faible natalité, la famille a une durée de vie éphémère. Et lui-même en sait quelque chose puisqu'il a divorcé pour se remarier quelques années après. Donc la famille, au XXe siècle, souvent à peine constituée, se disperse, remarque Alvax. Et dès que les enfants sont élevés, ils partent faire leurs études et donc la famille éclate en un sens. Alors, il faut bien comprendre qu'Alvax vient d'une famille déracinée, alsacienne, puisque seul son père, donc avec la mère d'Alvax et ses enfants, sont partis. Le reste de la famille du côté de Gustave Alvax, donc du père d'Alvax, sont restés en Alsace, donc sont devenus allemands. Donc, ce sentiment de dispersion familiale, de déracinement, qui a été aussi assez creusé dans la littérature à l'époque, Maurice Alvax le vit et l'a vécu et il en parle parfois dans ses notes, dans ses carnets, puisqu'il avait laissé des carnets que, évidemment, j'ai consultés. Donc, cette analyse du fait que la famille a tendance à se disperser plus facilement qu'auparavant, que les enfants quittent plus facilement le foyer familial qu'auparavant, notamment chez les citadins. Et que donc les citadins ont une vulnérabilité par rapport à ce que la famille pouvait offrir comme en termes de protection vis-à-vis du suicide. Et donc, ça rend les citadins plus vulnérables au suicide, et nous explique Alvax. Donc, on le voit bien, c'est la question de l'opposition d'un genre de vie, alors là, en l'occurrence, le genre de vie urbain qui va s'opposer au genre de vie rural, que Alvax met en œuvre. Chez Durkheim, la vie moderne s'opposait à la vie d'antan. Ce n'était pas la vie urbaine contre la vie rurale. Chez Durkheim, c'était plus précisément l'opposition entre la vie moderne et la vie traditionnelle d'antan, qui peut recouvrir quand même en partie les changements urbains et ruraux. Mais Alvax, lui, approfondit nettement et transpose cette idée de manière beaucoup plus stricte et rigoureuse par rapport à Durkheim. Durkheim était resté plutôt vague par rapport à ce qu'il appelait vie moderne et vie d'antan. Alors, à l'époque où Alvax écrit, l'exode rural s'est quasiment achevé, puisque l'exode rural en France, c'est vraiment la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et donc, à l'époque contemporaine d'Alvax, dans les années 1930, à la campagne, la vie collective est une vie beaucoup plus intense, nous dit Alvax, et fondée surtout sur un groupe social de prédilection. Ce groupe social de prédilection joint vie professionnelle et vie familiale, c'est-à-dire que la dissociation de la vie professionnelle et de la vie familiale est beaucoup moins nette à la campagne qu'à la ville. Donc, Maurice Alvax considère que les paysans sont liés de manière beaucoup plus homogène que les urbains, et donc leurs interactions, même conflictuelles, sont caractérisées par une plus grande probabilité d'un ajustement préétabli. Ce qui l'amène à noter que dans le genre de vie rurale, et là c'est la citation en bleu que j'ai mis dans la diaporama, eh bien, dans ce genre de vie rurale, les liens qui se nouent de l'un à l'autre sont plus forts, donc les heurts et les oppositions creusent des abîmes plus profonds, infligent des blessures plus cuisantes, mais les occasions de heurts sont moins fréquentes, et sont moins fréquentes qu'à la ville.
C'est bien ce qu'il précise dans la suite, puisque à la ville, non seulement les lieux où se déroule l'activité professionnelle sont distincts et d'ordinaire éloignés de l'espace des maisons, donc de la vie familiale, qui constitue le cadre matériel de la vie domestique, mais encore les périodes consacrées à ces deux modes d'existence se trouvent nettement séparées et n'empiètent pas l'une sur l'autre. Ainsi, en ville, la vie sociale se déroule à un rythme beaucoup plus intense, alors même que le morcellement spatial est redoublé par un morcellement des groupes sociaux. C'est le propre de la ville. Donc en ville, la vie collective est plus intense. Elle est prise dans des réseaux de voies de communication où la circulation est très dense, beaucoup plus dense qu'à la campagne, et il en résulte en fait un mélange de représentations collectives où les groupes sociaux se dissolvent et se reforgent plus facilement qu'à la campagne. Autrement dit, on peut très bien échapper à un groupe social en intégrant un autre groupe social, et donc l'individu a une mobilité finalement sociale beaucoup plus grande en passant de groupe en groupe, et donc d'être moins soumis en fait à la contrainte notamment des normes morales propres à un seul groupe. Ça, ce sera vraiment la sociologie de Maurice Salvax, de démontrer que lorsqu'on est enfermé dans un seul groupe social, finalement, on a un simplisme des normes morales très contraignant sur l'individu. À l'inverse, lorsqu'on peut partager plusieurs groupes sociaux, l'individu peut s'affranchir de certaines contraintes de ces normes en s'appuyant sur d'autres normes liées à d'autres groupes sociaux, et donc subir nettement moins ces contraintes. En tous les cas, avoir des voies de sortie par la mobilité intergroupe, si on peut le dire comme ça. Donc, les occasions dans la ville se multiplient, ce qui permet aussi d'éprouver des sentiments collectifs plus riches et plus puissants qu'à la campagne, et donc d'être confronté à des différences et des comparaisons de normes sociales, c'est-à-dire de pouvoir comparer les différentes normes sociales, et donc ne pas être soumis à une simplification en fait de la norme sociale. Alors, Maurice Salvax développera fortement cette analyse sur les temps de conflit et de guerre, puisqu'il expliquera que les temps de guerre, c'est un retour au simplisme des normes sociales, c'est-à-dire qu'on retourne plutôt vers un genre de vie type rural qu'un genre de vie type urbain. Alors, ça, c'est une petite aparté, mais c'est important pour comprendre la démarche de Maurice Salvax. Donc, dans les sociétés dites modernes, donc très urbaines, on peut être plus individualiste parce que finalement, les personnes ont une mobilité possible beaucoup plus grande dans les groupes sociaux, au niveau des groupes sociaux, donc des points de contact beaucoup plus importants, mais aussi, l'envers de cela, c'est que la vie devient plus compliquée, devient plus difficile, et que cette complication de la vie sociale a des effets notamment sur le suicide, c'est-à-dire que ça, c'est une des raisons, une des causes de suicide plus importantes à la ville qu'à la campagne. Pour autant, Salvax n'est pas du tout un pessimiste, c'est-à-dire que chez Maurice Salvax, excusez-moi, mais c'est fin d'une journée longue pour moi, donc parfois je perds un peu, disons, mes mots, mais Maurice Salvax voit ça d'un point de vue purement positif, le fait qu'en ville, finalement, on a une individualité plus grande parce que la complexité de la vie le permet, la complexité des liens sociaux, mais ça a une incidence, une augmentation du suicide. Pour autant, cette hausse du suicide, pour lui, c'est un facteur positif, puisque justement, c'est un facteur qui permet de démontrer la variabilité de la complexité sociale. Le point qu'il souhaitait mettre en avant et qu'il pouvait démontrer aussi avec ses outils probabilistes. Donc, ce processus par lequel un régime social est remplacé par un autre, c'est-à-dire le régime de la vie rurale remplacé par celui du genre de vie urbain, et qui se caractérise par une complication nécessaire
hein, c'est la condition d'une vie sociale plus riche et plus intense. C'est-à-dire qu'il y a une mise en place d'un nouveau régime pour une discipline sociale spontanée qui va valoriser l'existence individuelle, sa prolongation et le profit individuel. Autrement dit, la société va être tournée vers sa propre conservation pour durer en tant que type de civilisation urbaine. Et ce faisant, cette société qui tend à conserver cette nouvelle civilisation urbaine exerce disons, une pression qu'il faut interpréter comme nécessaire à cette vie urbaine, mais qui va avoir des incidences sur les individus les plus faibles, c'est-à-dire les individus qui pourront faire face moins facilement à cette complexité de la vie urbaine. Alors, quand je dis les individus les plus faibles, c'est les individus dont les contextes ne vont pas leur permettre de faire face à cette complexité. Alors, je vais revenir sur des exemples plus clairs dans 2 minutes. Mais pour résumer en d'autres termes, le raisonnement d'Alvax, pour le résumer, la société tout entière est donc tournée vers sa propre conservation et ne peut perdurer dans un type de civilisation urbaine que si elle exerce sur son corps, c'est-à-dire sur l'ensemble des individus, une pression qu'il faut interpréter comme le processus par lequel elle s'efforce de s'adapter aux conditions de son milieu. Alors ça, c'est ce qu'il étudie, notamment, c'est ce qu'étudient les démographes, et c'est ce qu'il étudiera lui-même dans ses textes de démographie. C'est ce qu'on appelle un constat morphologique, donc de la forme de la société sur l'individu. Et Alvax s'appuie donc sur cette conception de la civilisation qui consiste à considérer que les vieux pays civilisés se caractérisent par des brassages incessants des peuples, des métissages permanents, ce qui augmente cette complexité. Alors, le mode de vie urbain aussi a un atout chez Maurice Alvax, c'est que à la ville, la ville a une vertu, c'est qu'elle consolide les contrôles moraux. Par la multiplication des formes sociales, par la multiplication des groupes sociaux dans lesquels les individus vont interagir, eh bien, ça va multiplier les contrôles moraux, c'est-à-dire des normes morales. L'individu va être soumis à une multiplicité de normes morales. Et c'est donc la pluralité de ces expériences morales et l'hétérogénéité de ces liens sociaux qui sont la marque de cette civilisation telle que Maurice Alvax la dégage. À l'inverse, dans le mode de vie rural, c'est le simplisme de ce contrôle social et la monopolisation par une même instance, c'est-à-dire par un même groupe social, de ces liens sociaux qui caractérisent pour Maurice Alvax un défaut, une faiblesse de la civilisation. Donc, dans ce schéma de raisonnement, les sociétés peuvent connaître des hauts et des bas, des moments plus civilisés, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'acquis, il y a des hauts et des bas, et notamment les périodes de guerre vont être des moments de bas, et les périodes d'après-guerre des moments de haut. Alors, je vais consacrer quelques minutes, il ne m'en reste pas beaucoup, mais je vais consacrer une dizaine de minutes sur le fait de passer un petit peu systématiquement en revue les résultats apportés par Maurice Alvax, et notamment les résultats qui reprennent et révisent ceux d'Émile Durkheim dans Les causes du suicide. Alors, dans les premiers chapitres, ça, je ne vais pas les commenter parce que les 3 premiers chapitres, finalement, sont la mise en place de la méthode, comme vous le voyez, et notamment sur la qualité des données. Donc, il démontre que les données utilisées par Durkheim n'étaient pas de grande qualité, mais ce n'était pas la faute de Durkheim, c'était la faute de la collecte de ces données. Et il explique la méthode statistique que lui-même va mettre en œuvre. Donc, c'est un descriptif. Donc, il va asseoir sa démonstration, notamment. Il va reprendre, je passe un peu plus vite que prévu, mais ce n'est pas grave, il discute aussi à la question des motifs individuels ou des causes générales, et pour lui, il dira c'est la même chose, on ne peut pas séparer motifs et causes.
puisqu'il notera que les dispositions organiques, comme il dit, qui affinent les systèmes nerveux, ont aussi des causes sociales, puisque ce n'est point par hasard qu'elles se rencontrent en plus grand nombre dans certaines professions, par exemple. Madame Gesson, Pour juste pour lui, vous dire, vous pouvez prendre un peu de temps justement sur les parties, là, sur le suicide. Du coup, on peut aller jusqu'à oui, 19h15, 19h20 ou d'accord. 30. Il n'y a pas de problème, parce que c'est le cœur du sujet, donc il n'y a vraiment aucun souci. Merci Allez-y. beaucoup. Je vous remercie. Je suis désolée d'avoir été un peu longue sur la première partie. Non, mais c'est normal, il faut vraiment poser le cadre intellectuel. Enfin, c'est tout à fait normal. Donc là, n'hésitez pas voilà, Merci dire ce que vous beaucoup. avez à dire sur le sujet. Pas de Très problème. bien. Donc, pour lui, notamment, Maurice Alvax ne sépare pas le substrat biologique du substrat social. Ça, il faut bien le comprendre pour comprendre cette sociologie alvaxienne ou de Marcel Mauss aussi. C'était le propre de Marcel Mauss. Chez Durkheim, c'était moins clair, même si chez Durkheim, notamment dans les derniers textes de Durkheim, il y a aussi cette hypothèse de l'interaction entre le substrat organique et le substrat social. Donc, à partir du moment où vous avez cette hypothèse, il est clair que la distinction entre l'individu et la société n'est pas absolue, puisque la société se trouve à l'intérieur de l'individu et la société porte les individus. Donc, la société n'existe pas en dehors des individus, évidemment. Tous les sentiments de famille, etc., reposent sur les systèmes de représentation individuelle, mais en même temps, ces systèmes de représentation individuelle sont puisés dans la société. Donc, c'est vraiment une interaction très, très fine entre les deux. Donc, il y a, chez lui, il n'y a pas deux catégories de suicides. Par exemple, il n'y aurait pas des suicides qui relèveraient de l'organique, purement de l'organique, qui pourrait être, par exemple, puisque vous êtes en psychiatrie, un objet de psychiatrie propre, pur. Et puis, il n'y a pas non plus de suicide qui relèverait uniquement d'un déterminisme social, qui serait, lui, purement un objet de sociologie. Chez Maurice Alvax, les suicides relèvent des deux points de vue à la fois. Donc, comme il le dit, là, je vais le dire, c'est en bleu ici, suivant qu'on se place à l'un ou l'autre de ces points de vue, on y verra l'effet soit d'un trouble nerveux, donc là, ce serait si on se met du point de vue organique, qui relève donc des causes organiques, ou bien d'une rupture de l'équilibre collectif qui résulte des causes sociales. Mais dans les deux cas, il faut prendre les deux points de vue, explique Maurice Alvax. Et c'est ça qui mérite l'analyse. Alors ça, il le discute dans ses chapitres 13 et 14, comme je vous les ai mis en chiffres romains, notamment sur donc, le chapitre les maladies mentales et l'alcoolisme, et sur son chapitre l'examen de la thèse psychiatrique, l'aspect pathologique et l'aspect social du suicide. La mort comme les maladies mentales relève du fait social, explique Maurice Alvax. Toutes morts sont à la fois organiques et sociales. Ça aussi, Marcel Mauss l'avait démontré. Et Maurice Alvax relève le fait que les chiffres ne permettent pas de séparer l'organique du social. Donc, on est obligé de tenir compte dans l'analyse des deux. Ça, c'est très important. Donc, il n'est pas à l'inverse de Durkheim, il ne va pas rejeter le fait qu'il n'y aurait pas de suicide lié à des pathologies mentales. Mais il dit que c'est bien plus compliqué que ça parce qu'on ne peut pas séparer le mental du social. Dans les chapitres 4, 5 et 6, qui sont dans la slide-là, vous voyez, il va s'intéresser cette fois-ci à des comparaisons en Europe. Alors ça, c'est parce que les chiffres lui permettent. Il va réactualiser donc le chantier de Durkheim sur l'évolution globale des suicides dans certains pays européens. Il va comparer notamment la ville et les campagnes. Comparaison que Durkheim n'avait pas opérée. Alors, c'est là où Maurice Alvax fait un apport important, c'est qu'il va pouvoir distinguer avec ses chiffres la ville et la campagne. Et cet examen entre la ville et la campagne va lui permettre de réviser l'analyse de Durkheim. Je vous rappelle que Durkheim pensait, il avait un pronostic très pessimiste, puisqu'il pensait que les suicides étaient en hausse permanente et qu'il n'y avait pas de raison pour que ça s'arrête, notamment avec la question de l'anomie de l'économie.
Alors, Alvax révise cette approche de Durkheim et il montre que le taux de suicide, en fait, diminue. Alors là, ça révise nettement Durkheim, qui diminue et que notamment la dispersion des taux selon les pays se réduisent. C'est-à-dire que la différence entre les pays diminue et le taux de suicide, de manière générale, diminue. Donc, Alvax estime qu'il y a un plafond des suicides. Et Baudelot et Stabler, dans leurs travaux beaucoup plus contemporains, démontrent en effet que cette notion de plafond du taux de suicide peut toujours être observée. Donc, la croissance du taux de suicide n'est pas sans limite. Et c'est ce que estimait Durkheim, je vous le rappelle. Donc, il y a un plafond, il y a un maximum, comme dit Alvax. Et ça va conforter Alvax dans son analyse des caractéristiques majeures de cette question, notamment sur la question du genre de vie. Dans les deux chapitres suivants, c'est-à-dire dans le chapitre 8 sur notamment la famille, alors ça je vous le mets, le suicide et la famille, Maurice Alvax va pondérer les affirmations de Émile Durkheim en notant que les écarts observés entre les veufs et les veuves, donc les hommes et les femmes et les célibataires, varient beaucoup trop en suivant les pays et qu'on ne peut pas conclure. En fait, les chiffres ne permettent pas de conclure sur une protection des veufs, donc des hommes veufs, comparés aux veuves et aux célibataires. Donc là, il infirme les affirmations de Durkheim qui estimait qu'il y avait une protection des veufs. Alors, si la présence des enfants protège bien du suicide, comme le note Durkheim, Alvax va introduire un mode de calcul, c'est-à-dire il va dire « mais c'est bizarre de tenir compte de toute la population, il faudrait tenir compte que de la population qui se suicide, c'est-à-dire… » Alors, il l'a mis à la barre à 15 ans, alors là, on pourrait le discuter, mais en tous les cas, à son époque, il était estimé qu'en dessous de 15 ans, on n'avait pas beaucoup de suicides. Et donc, ce faisant, en utilisant le critère de l'âge, là encore, il va reprendre un dossier que n'avait pas pris Durkheim, puisque Durkheim ne pose pas la question de l'âge, et ça va lui permettre d'aboutir à des résultats contraires à ceux posés par Durkheim, notamment sur le fait que la population en âge de se suicider, excusez-moi, là je suis sur les critères religieux, les hommes ne sont pas davantage protégés donc, que les femmes par rapport à ce critère, si on prend le critère de l'âge des enfants. Sur le facteur religieux, alors là, Alvax va être très prudent, il va dire « rien ne permet de distinguer statistiquement la religion des lieux dans lesquels se vivent les individus. Donc, on ne peut pas distinguer le facteur religieux. La seule chose qu'on peut dire, c'est que dans les campagnes, on a plutôt des catholiques et dans les villes, plutôt des protestants. Donc là, en fait, on y a une combinaison de variables qui fait qu'on ne peut pas être aussi affirmatif que Durkheim sur les faits. Le fait que la religion, notamment la religion protestante, protégerait moins que la religion catholique du suicide. Il explique, non. Ce que n'a pas vu Durkheim, c'est que les catholiques étaient plutôt dans les campagnes et les protestants dans les villes. Et donc là, ça renvoie encore au genre de vie urbain où on se suicide davantage que dans le genre de vie rural. Donc, ça, c'est encore une révision apportée par Alvax. Sur la question de l'homicide et du suicide, là, je vais aller très rapidement. Il éloigne cette question, il reprend la discussion un peu et il montre que la thèse de Durkheim, en fait, c'est une thèse où le suicide sera un homicide transformé, ne peut pas être non plus confirmée par les chiffres. Donc, il dit non, les chiffres ne permettent pas de dire quoi que ce soit là-dessus. Alors, sur les guerres et les crises politiques, par contre, là, il va pouvoir asseoir le fait qu'effectivement, période de guerre et de crise politique, on va avoir une transformation, on se suicide moins. On s'est suicidé beaucoup moins pendant la Première Guerre mondiale, alors évidemment, Durkheim n'a pas pu le voir. Et il va donc réviser la théorie de Durkheim, du maître, comme on dit,
puisque Émile Durkheim affirmait que les catégories sociales les plus pauvres se suicidaient moins que les autres, que la misère protégeait. Et Maurice Alvax va démontrer que non, ce n'est pas la pauvreté qui protège. Il montrera même que Durkheim s'est trompé en fait dans l'analyse de ce phénomène. Il souligne, Maurice Alvax va souligner le fait qu'il faut en fait regarder l'après-crise et que dans l'après-crise, on se rend compte que la misère, au contraire, entraîne des taux de suicide importants et que donc on ne peut pas suivre la pensée de Durkheim là-dessus. Sur cette question. Alors, Baudelot et Establé vont revenir, ont repris les statistiques sur la deuxième moitié du XXe siècle et ont précisé le diagnostic de Maurice Alvax sur cette question et ils l'ont confirmé, tout en disant, attention, Émile Durkheim n'avait peut-être pas tout à fait tort quand même de dire que la misère pouvait protéger dans certains cas. Donc, ils ne tranchent pas complètement, mais ils disent que le diagnostic d'Alvax quand même se confirme nettement à la fin du XXe siècle. Donc, ça, c'est vraiment les révisions alvaxiennes portées, alors qui sont importantes, je les ai passées très rapidement, mais c'est en fait, on a balayé quasiment tous les chapitres des causes du suicide. C'est un ouvrage qui fait plus de 370 pages, mais ça nous permet de voir aussi que Alvax s'arrête dans l'analyse lorsqu'il dit « je n'ai pas les moyens d'aller plus loin ». C'est-à-dire qu'il n'extrapole pas au-delà des chiffres. Il reste très prudent en se basant sur son analyse des chiffres. Donc, il va insister beaucoup, et là je vous ai mis en conclusion quelque chose qui résume bien sa position rigoureuse et prudente. Il explique qu'un ensemble de suicides, c'est donc une donnée très complexe, et ça c'est moi qui l'ajoute, c'est-à-dire données très complexes qui étaient justement tout à fait un bel outil pour les probabilités, puisque les probabilités, c'est pour justement analyser la complexité des variables. Donc, une donnée très complexe qu'on ne peut mettre en rapport qu'avec un ensemble complexe de causes. Donc, on ne peut pas distinguer une seule cause. C'est ce que l'on tend à appeler aujourd'hui un fait de sociologie totale qui s'explique, non pas simplement par un facteur, mais par un système d'influence. Et je crois que c'est ça le point très important à retenir sur cette question des suicides et des causes du suicide. Juste un dernier mot sur fait de sociologie totale. C'est en fait un terme qu'il reprend à Marcel Mauss. Marcel Mauss parlait de fait total. C'est Marcel Mauss le premier qui a décrit, qui a mis au point cette notion et qui est donc repris par Maurice Alvax dans un contexte dans lequel il est tout à fait pertinent. Je suis désolée d'avoir été un peu longue et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Gesson. Astrid, je ne sais pas, est-ce que tu veux reprendre est-ce qu'il y a des questions? On va reprendre l'une et l'autre un petit peu ce qui s'est dit et ensuite proposer aux autres personnes présentes si jamais il y a des questions, des interventions ou des commentaires. Moi, sinon, je peux commencer. Alors, ce qui m'a pas mal intriguée quelque part, c'est toujours dans la filiation de Durkheim et de Mauss, en particulier de Durkheim, à savoir comment Alvax arrive à dépasser quelque part, on comprend bien qu'il y a cette idée de mise à jour, à la fois parce que les statistiques sont plus fines et meilleures, et aussi parce que la société change. Alors après, on peut voir ce qu'il peut y avoir de vertigineux à observer un fait social changeant avec des outils nouveaux et une société elle-même en train d'évoluer. Donc comme tout change, on se demande si finalement... qu'est-ce qui va rester des intuitions de départ de Durkheim et de ses conclusions. Et donc, je me demandais, par exemple, est-ce qu'il s'éloigne complètement des concepts d'anomie et de fait social et quelle relation il va entretenir finalement avec les apports principaux de la sociologie de Durkheim, parce que j'ai l'impression qu'il fait vraiment un déplacement assez important sur ces questions-là. Et du coup, la question du genre de vie, l'ancêtre du lifestyle, est-ce que c'est une façon d'englober ce que Durkheim avait perçu dans la question de la division du travail social, ou de l'importance des relations de production et de la solidarité? Est-ce que cette catégorie genre de vie vient... alors, on se demande quelle variable il prend à l'intérieur. Est-ce que c'est la taille des appartements, la composition de la cellule familiale et en même temps, dans ce que vous disiez, on a du mal à imaginer
cette histoire de meilleur contrôle moral à l'intérieur des villes à une époque où il y a quand même l'idée qui émerge aussi de la fin du 19e, mais des classes dangereuses et de ce que la ville peut comporter comme risque de paupérisation et autres. Donc voilà, je me demandais comment lui arrivait à dépasser ces concepts-là. Et également autour de la notion de civilisation urbaine, donc je crois quand il essaye de diviser entre ce qu'il y a entre ville et campagne, est-ce que ce concept est explicatif? Et vous avez parlé de facteurs positifs, c'est-à-dire vous disiez que finalement pour Albax, on a l'impression que par rapport à Durkheim, il dit mais finalement le suicide ça se tasse, c'est pas si grave, c'est juste la preuve d'une liberté de l'être humain qui va vers plus d'individualité et qui a une vie plus riche, plus moderne et plus complexe en ville. Et donc, je me demande qu'est-ce qui reste du projet de Durkheim aussi, qui avait quand même cette ambition peut-être de soigner la société, ou du moins qui quand même déplorait l'idée que les transformations sociales aboutissaient à l'émergence de la pathologie du suicide. Donc voilà, je me demandais, est-ce qu'on peut lire quelque chose dans sa démarche ou dans son intention, dans sa façon d'analyser le suicide? Est-ce qu'il vraiment, il dit que c'est un facteur positif ou... Voilà. Donc, je m'arrêterai là pour ma question à tiroir. Vous voulez que je réponde maintenant ou j'attends? Non, commencez par répondre à ça, parce que moi, j'ai des questions qui ont juste pas grand-chose à voir, donc on va trop se perdre. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre à tout, mais bon, c'était très riche, hein, vos questions. Alors, sur l'affiliation avec Durkheim, c'est celle de la reconnaissance de la démarche de la sociologie, des règles de la méthode sociologique et le partage de la reconnaissance, enfin, comment dire, de la définition du phénomène social. Ça, Maurice Halbwachs est tout à fait partie prenante là-dedans. Mais je vous rappelle tout le monde ne le sait pas, c'est normal, Émile Durkheim avait formé autour de lui un petit groupe en demandant à chacun de creuser certaines analyses sur des phénomènes différents. Et pour Maurice Halbwachs, l'idée, c'est qu'il devait aller du côté de la question de la morphologie sociale, d'une part, et du droit. Bon, son insertion dans le droit, hein, puisque l'idée c'était d'introduire dans les universités de droit à la fin du 19e siècle l'enseignement de la sociologie, ça a été un échec. Hein. Et donc, parce que Maurice Halbwachs a fait une thèse de droit pour répondre aux attendus d'Émile Durkheim. Donc, il s'est réorienté et il s'est orienté en partant de la question de la morphologie sociale. Et la question de la morphologie sociale l'a conduit à s'intéresser aux villes, notamment à Paris, puisqu'il a fait sa thèse sur les tracés des voies de Paris, et pour montrer à la fois le lien entre les tendances sociales de la ville et les transformations matérielles de la ville. Donc Maurice Halbwachs, dès le début dans son interrogation sociologique, c'est de saisir l'interaction entre l'espace, le contexte et l'espace matériel et la vie sociale, la vie collective. Ça, il l'a approfondi en termes de morphologie sociale. Ça conduira à la démographie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. C'est le père de la démographie française. Et d'autre part, ça le conduit aussi à s'intéresser aux représentations des individus, et ça le conduira à la mémoire. L'analyse de la mémoire individuelle et collective vous démontrera que la mémoire individuelle repose sur les mémoires collectives des groupes et qu'elles sont propres à chacun des groupes, etc. Donc ça, il le partage complètement, c'est, disons, un prolongement de la sociologie de Durkheim. Hein. Les post-durkheimiens prolongent les travaux de Durkheim. Durkheim ne pouvait pas tout faire. Alors, ce que fera Maurice Halbwachs, c'est qu'il ne reprend pas du tout la notion d'anomie. Il n'y reviendra qu'à la toute fin de son ouvrage, Des causes du suicide, pour dire non, ça ne sert à rien finalement. Cette catégorisation en suicide altruiste et tout ça, etc., est moins opérationnelle finalement que celle en catégorisation de genre de vie. Donc, qui permet de saisir plus généralement le phénomène. Alors, pourquoi l'anomie? Alors, l'anomie, il expliquera qu'il n'y a pas d'absence de normes, c'est que les normes changent, les normes évoluent et que, malheureusement pour Émile Durkheim, il avait travaillé à la fin du 19e siècle, et quand je dis à la fin, ce n'est même pas la fin, il a travaillé dans les années 1880 sur des chiffres des années 1850-1880, et que c'est une
période très, très mouvementée. Je vous le rappelle, en Europe et en France, on a changé de régime politique à de nombreuses reprises, etc. Il y avait du terrorisme, des attentats, et Durkheim a été très frappé de cela dans son enfance. Mais c'est un monde très, très différent. Et donc, Durkheim voit arriver les finances, la bourse. Il est dans un monde de constitution du monde financier, du monde boursier, dans lequel Alvax, il est beaucoup plus jeune que Durkheim, mais pour Alvax, c'est une évidence. Ce monde, il existe quand Maurice Alvax est né en 1877. Alors que pour Durkheim, c'est le monde dans lequel il va évoluer, hein, ce monde nouveau qui s'ouvre vers les finances, l'économie. Et il faut bien dire que Durkheim, là, va être prisonnier, hein, de son époque. Il va être prisonnier de cette représentation où l'économie va apparaître comme, disons, prédominante sur les valeurs, sur les normes et sur la morale. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça, à moins que vous souhaitiez que j'aille plus loin sur cet aspect-là, mais là, il y a ce point-là. Alors, sur le lien social, alors, la question du lien social, ce que veut faire Maurice Alvax, c'est le lien social pour Maurice Alvax, il passe désormais en 1930, Maurice Alvax, chez lui, tous ses travaux l'ont amené à penser le lien social en termes de mémoire, en termes de psychologie collective, puisque c'est lui qui, la psychologie collective, un renvoi, hein, sur l'analyse des mémoires. Alors ça, c'est le côté bergsonien de Maurice Alvax. Si Maurice Alvax va reprendre la question de la mémoire pour la durkheimiser, pour démontrer face à Bergson que la mémoire, ce n'est pas quelque chose d'individuel, mais ça relève aussi du phénomène social, c'est propre à Maurice Alvax. C'est une réponse de Maurice Alvax face à Bergson, et c'est une réponse de Durkheimien face à Bergson. Ce faisant, lorsqu'il travaille sur la mémoire, ça l'amène justement à reprendre, disons, à élargir la question du lien social, à l'approfondir. Le lien social, il passe justement par des mémoires, par la mémoire du groupe, notamment. C'est pour ça que ça le conduit à penser différemment, finalement, en 1930, cette analyse du suicide aussi. Parce qu'il a mis au point des notions auparavant qui lui permettent de penser un peu différemment ces questions. Bon, voilà. Alors, la question de la solidarité, justement, elle passe par la question de la mémoire chez Maurice Alvax. Je suis désolée de le renvoyer toujours, mais c'est vraiment cela. Alors, vous dites, c'est étonnant de penser la ville comme un moyen de multiplication, disons, de protection finalement des normes morales, hein, parce qu'on est confronté à ces différentes normes morales. Alors, d'abord, une première chose, hein, les classes dangereuses, c'est le 19e siècle, hein, ce n'est pas le 20e siècle. Hein, juste au moment où Alvax travaille, c'est donc après la Première Guerre mondiale, dans le cas des causes du suicide. Les classes, on ne parle plus du tout de classes dangereuses, hein. Il y a certes, c'est la misère, c'est la pauvreté, mais ce n'est pas les classes dangereuses. Et ce que montre Alvax, c'est que le fait d'être en proximité sociale, hein, vous venez de la campagne, vous arrivez dans la grande ville, certes vous vivez à la frontière de la grande ville, dans les banlieues, hein, notamment si on prend au cas parisien, dans les faubourgs, mais ces faubourgs vous mettent à une beaucoup plus grande proximité sociale avec d'autres groupes sociaux. Et donc, vous découvrez de nouveaux comportements, de nouveaux systèmes de représentation qui se confrontent aux vôtres. Alors, quand vous êtes de la première vague, là, on va parler comme les immigrés, mais quand vous êtes de la première vague d'immigration et un peu trop âgé, vous allez avoir du mal à vous adapter à ces nouvelles modalités. Mais les enfants, eux, vont s'adapter beaucoup plus facilement et vont intégrer ces nouvelles normes, ces nouveaux comportements. Alors ça, il l'analyse beaucoup dans l'esquisse d'une psychologie collective, dans son ouvrage de 1938, où il va prendre des critères comme la consommation alimentaire, l'habitat, les modes vestimentaires, et on dit c'est l'ancêtre de la distinction de Bourdieu, hein, de l'ouvrage La distinction de Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu connaissait très très bien les travaux de Maurice Alvax, même s'il les cite très peu. Mais moins il cite, plus il connaissait. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Hein. Juste pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait ma thèse avec Pierre Bourdieu. Et il le disait bien souvent. Donc,
Et donc, il était très attentif à saisir à la fois objectivement ses comportements et subjectivement, c'est-à-dire à travers les systèmes de représentation, c'est-à-dire à travers la question de la mémoire, notamment chez lui. Hein, c'est ça qui va être son point d'entrée, et sa différence avec Durkheim, mais même Marcel Mauss aussi se différencie énormément de Durkheim, hein, de ce point de vue-là. La société pathologiste suicide. Non, 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 ni Durkheim ni Alvax ne considèrent le suicide comme une pathologie au sens comme une anormalité de la société. C'est comme les crimes. C'est pas pathologique, hein. C'est normal au sens sociologique du terme. Là, je le précise pour ceux qui sont en médecine, parce que le terme pathologie, ça a un autre. Mais je rappelle aussi à tous ceux qui sont médecins et qui m'écoutent là, que la question du normal et du pathologique, qui a été repris par Georges Canguilhem, médecin et philosophe, dans sa thèse de médecine de 1943, s'appuie sur le chapitre le normal et pathologie de Maurice Alvax dans les règles de la méthode sociologique. Canguilhem connaissait bien les travaux de Maurice Alvax, et même s'il tire la ligne médicale sur la question du pathologique et du social, il est marqué par cette approche du pathologique et du social au sens sociologique du terme, et ce sera repris dans le préambule de l'OMS sur la définition de la santé. Excusez-moi, c'est juste pour bien préciser, pour qu'on n'ait pas de malentendus. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je ne sais pas. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Astrid, peut-être. Alors moi, j'ai une question, essentiellement celle de la réception de cet ouvrage sur le suicide, et à la fois par donc les anthropologues et sociologues, mais aussi peut-être par les psychologues ou les médecins de l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui a été repris, commenté, ou est-ce que c'est passé inaperçu? Et sinon, dans la postérité, à quel moment on se pose justement sur cet ouvrage d'Alvax? Effectivement, je suis d'accord, pour avoir été une ancienne étudiante de sociologie, etc., de dire que on ne parle essentiellement que de Durkheim, et qu'en fait, on ne relit pas du tout ce qu'a fait Alvax derrière, la critique, garder de ce que Durkheim a fait, le geste, mais pas forcément les résultats, etc. Et que finalement, c'est en lisant l'ouvrage de Baudelot qu'on voit que Alvax avait fait une première actualisation en fait, de ces questions-là. C'est souvent comme ça qu'on le découvre en tant qu'étudiant. Donc voilà, c'était la question de la réception immédiate, si j'ose dire. Et puis, vraiment postérieure sur le 20e jusqu'au 21e, à la fois par les sociologues anthropologues et puis par les champs connexes, parce qu'effectivement, on l'avait vu avec la session sur Mauss. Mauss essaye d'emblée d'établir un dialogue en tant que dirigeant la Société savante de psychologie de l'époque avec les psychologues, mais aussi avec les médecins ou la physiologie. Quand je lis Alvax en tant que médecin, je trouve qu'il a un langage vraiment très proche du langage médical dans les chapitres à la fin des causes du suicide. On sent qu'il a vraiment fait cet effort lui-même d'acculturation au vocabulaire médical de son époque, comme s'il avait justement envie de nouer ce dialogue avec les médecins de l'époque. Et je me posais cette question-là. Je vous remercie. Alors, sur la réception au moment contemporain de l'ouvrage, c'est-à-dire dans les années 30, ça a été une réception disons, de bonne société, mais ça n'a pas eu beaucoup d'impact, ça n'a pas été révolutionnaire, si vous voulez. Alors, mais ça a eu une réception moyenne. Ça n'a pas eu d'effet particulier, alors que, par exemple, la mémoire collective avait eu une réception très discutée, etc. Les causes du suicide, non. Ça a été considéré comme quelque chose, comme une réactualisation de Durkheim. En fait, ça a été reçu comme ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été lu avec la critique telle que j'ai pu vous la présenter, parce qu'en fait, si vous lisez les causes du suicide, vous allez vous dire, oh, elle exagère, elle dit qu'il critique, mais enfin, il faut lire précisément, parce qu'en fait, quand Maurice Alvax critique, c'est dans des termes tellement polis qu'il faut, ça j'insiste beaucoup, et dans tous ses travaux, c'est comme ça. Maurice Alvax, c'est quelqu'un de très poli.
Et donc, c'est pas, nous, on est dans un monde où on a l'habitude de voir des intellectuels s'insulter ou des choses comme ça. Mais alors là, pas du tout. En 1930, on se connaît tous et on dialogue de manière extrêmement polie. De toute façon, on est tous des normaliens bien polissés, etc. Et Maurice Halbwachs encore plus parce que c'est quelqu'un de très timide. Très timide, c'est pour ça qu'il y va pas à pas. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, c'est une réception de bonne aloi, mais qui n'a pas fait de vagues, si je peux dire ça comme ça. Après, dans la réception aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la disparition de Maurice Halbwachs, en 1945 à Buchenwald, Maurice Halbwachs a été oublié par la sociologie française. Elle a été oubliée pour différentes causes que j'analyse d'ailleurs, mais je ne vais pas vous la détailler trop ici. Mais après, le plan Marshall, moi, etc. je veux bien comprendre en fait ce qui s'est passé parce que je trouve que, Maurice Halbwachs, c'est quelqu'un, ce livre-là, par exemple, est exemplaire pour qui veut travailler dans l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, c'est-à-dire les efforts faits de considérer les hypothèses de toutes les sciences à un moment donné, etc. Donc, ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi il a été oublié à ce moment-là, alors que... c'est effectivement une époque où les sciences se construisent un peu en silo, chacun affirme son champ. C'est la spécialisation des disciplines, c'est la mise en place des disciplines, c'est le CNRS qui se met en place, c'est les enseignements universitaires aussi, qui se structurent beaucoup plus et qui différencient. Les étudiants ne peuvent plus trop naviguer de l'un à l'autre, alors que avant la guerre, comme Canguilhem, vous pouviez être à la fois philosophe et médecin, ce n'était pas un problème. Mais c'est lié aussi à la disparition d'Halbwachs lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps d'être professeur vraiment au Collège de France. Et c'est lié aussi, alors là, je le dis parce que j'ai lu des ouvrages là-dessus, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, c'est lié à la mise en place du plan Marshall et de la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des financements, des fondations, et notamment au niveau des sciences sociales, avec une volonté de favoriser les sciences sociales, descriptives, statistiques, mais descriptives, non théoriques. Parce que les Américains estimaient notamment que les Français étaient beaucoup trop dans la théorie spéculative, etc., et qu'il fallait faire du pragmatisme. Donc, l'argent a surtout conduit à faire des grandes enquêtes, par exemple sur la rumeur d'Orléans et tout ça, au niveau du CNRS. Donc, il y a eu quand même aussi cette impulsion donnée par l'extérieur qui a marqué beaucoup le début du CNRS jusque dans les années 1970. Jusque dans les années 1970, on ne devait plus être philosophe. Quand on était sociologue, il ne fallait pas trop réfléchir, il fallait faire des grandes enquêtes. Je simplifie un peu, mais ça aussi, ça a aidé beaucoup à la disparition, disons, dans le paysage intellectuel de Maurice Halbwachs. Alors, Marcel Mauss a moins disparu pour 2 raisons. D'abord, il a survécu un tout petit peu à la guerre, même s'il n'était plus en très bonne santé. Il est mort en 1950. Et surtout, Marcel Mauss a eu des étudiants. Maurice Halbwachs n'a eu que très peu d'étudiants. À la Sorbonne, il avait des cours au niveau licence, je dirais, par rapport à aujourd'hui. Et au niveau doctorat, il n'a eu que deux docteurs qu'il a suivis. Ce qui fait très peu, c'est-à-dire que sa mémoire, même en tant que professeur et enseignant, n'a pas été effective. Ça est un facteur important, alors que Marcel Mauss, lui, il a eu énormément d'étudiants, Germaine Tillon, etc., qui ont transmis sa pensée. Ça, c'est une raison très importante de la disparition de Maurice Halbwachs et qui a été aidée par le fait que dans sa famille, Maurice Halbwachs a été oublié. Moi, quand j'ai repris contact avec la famille et les ayants droit, c'est-à-dire la petite fille, il y a 6 petits-enfants de Maurice Halbwachs, on m'a dit, mais c'est qui ça, Maurice Halbwachs? Non, la petite fille principale, ayant droit, c'est une biologiste de Necker, maintenant elle est à la retraite, et elle m'a dit, c'est incroyable, vous nous avez fait redécouvrir avec Christian Baudelot un grand-père qu'on n'a pas connu. C'est-à-dire que dans la famille, il n'y a pas non plus eu la transmission de la mémoire. Et la famille n'a retrouvé les papiers de Maurice Halbwachs que dans les années 1990, lorsqu'ils ont déménagé l'appartement où vivait la famille d'Halbwachs et où Pierre Halbwachs continuait à vivre. Et donc, à la mort du fils cadet de Maurice Halbwachs, à la mort de Pierre Halbwachs, on a retrouvé une grande malle. Et dans la grande malle, par exemple, on a retrouvé des textes, des manuscrits, etc.
bon, qui ont été déposés dans des archives. Et là, le milieu intellectuel, Baudelot, etc., on s'est remis à se dire, mais c'est important. C'est important de reprendre ça parce qu'effectivement, il apporte des idées neuves, etc. Alors moi, j'y ai travaillé un peu plus tôt parce que j'ai travaillé avec des gens de l'INED, de l'Institut national de démographie. Or, Maurice Halbwachs, c'est lui qui a formé Alfred Sauvy. Et Alfred Sauvy, c'est le premier directeur de l'INED juste après la guerre. C'est-à-dire que si Maurice Halbwachs n'était pas mort pendant la guerre, hein, si on peut dire, il aurait été probablement le premier directeur de l'Institut national des études démographiques. Donc, il y a une combinaison, comme vous voyez, de facteurs. Là encore, on est dans les données très complexes, mais qui expliquent la disparition de la pensée halbwachienne. Alors maintenant, sur votre dernier aspect de votre question, c'est-à-dire le dialogue avec les autres sciences, oui, parce que Maurice Halbwachs, il est comme les savants de son époque, des années 1920-1930, on dialogue avec les sciences connexes. Alors ça, c'était l'enseignement de la philosophie. Hein. Bergson aussi dialoguait avec Einstein, etc. Halbwachs aussi. Donc, on lit ce qui apparaît et qui est proche de vos objets. Donc, Halbwachs lisait les psychologues, les médecins, il a lu Freud en allemand, etc. Dans la mémoire dans sa premier ouvrage La mémoire, par exemple, il avait lu tous les travaux de médecine sur l'aphasie, puisque justement, il voulait évacuer la question de l'aphasie sur la question de la mémoire. Donc, ça fait partie des méthodes de travail de l'époque, de l'entre-deux-guerres, si vous voulez. C'est comme ça qu'on travaillait, parce que c'était un petit milieu, suffisamment petit pour qu'on puisse lire beaucoup de choses venant d'horizons divers. Aujourd'hui, c'est très difficile. Hein. Et d'autre part, on connaissait finalement, parce que la plupart de ce qu'on lisait, c'était soit des normaliens comme eux, hein, donc il y avait un réseau quand même très proche. Quand c'est des psychologues, hein, c'est des normaliens, c'est des philosophes aussi. Ils ont été formés à l'école normale, Blondel, etc. Lucien Febvre, les historiens aussi, Lucien Febvre, Marc Bloch, et les médecins, un certain nombre sont aussi des philosophes. Et s'ils ne le sont pas, ils font partie quand même du cercle social des savants et des intellectuels qu'on peut fréquenter. À partir des années 1960, c'est plus possible ça. Vraiment, la segmentation des disciplines et le nombre d'ouvrages ne rend plus ça du tout possible. Je crois avoir... Mais Maurice Halbwachs, par exemple, lisait tout, comme le dernier que je connais, hein, qui a fait ça, c'est Pierre Bourdieu. Il lisait tout, mais il avait la chance d'être insomniaque. Voilà. Non, mais c'était une chance à l'époque de Bourdieu. Parce qu'à l'époque de Bourdieu, on pouvait déjà plus tout lire. Je ne sais pas, bon, j'ai répondu peut-être un petit peu rapidement, mais voilà, les grandes lignes. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. On est 15 à 19h35, ce qui est très bien. Donc, s'il y en a qui ont des questions adressées à Marie Gesson, n'hésitez pas, c'est le moment. Pour pas que Elsa et moi monopolisions la parole. Mais cet élément que je viens de vous dire, on l'a analysé dans le point de vue du nombre, qui est donc l'ouvrage fondateur, le premier traité de démographie, hein, et dans lequel on a réédité un texte de Maurice Halbwachs, et avec une grande introduction où, par exemple, les effets de la réception sont analysés. D'accord. Et ça a été publié aux éditions de l'INED. Donc, bon, il ne faut pas l'acheter, mais il faut le consulter en bibliothèque. Alors, si on n'a pas de questions... Il n'y a pas de questions. Moi, j'en ai quelques-unes encore sous le... Vas-y. Le coude. Alors, je me posais la question, vous avez dû passer vite sur la question de la statistique européenne, et je ne sais pas tellement quels apports il va en tirer, lui, finalement. Est-ce qu'il est plus dans l'idée que c'est extrêmement novateur d'avoir, dans cette frénésie de se dire on va enfin pouvoir comparer différentes traditions, ou est-ce qu'il voit une occasion de voir quelque chose lié à la culture nationale, ou est-ce que c'est pas central dans ces questionnements? Ça, c'est ma première question. Après, j'en ai une deuxième sur la question du fait que lui vient mettre en avant le fait que le suicide est plafonné par rapport à l'époque de Durkheim. Est-ce qu'il apporte une explication à cela, à savoir que
y aurait peut-être une faculté adaptative de la société, c'est-à-dire que Durkheim analyse à un moment donné, comme vous le disiez, où il y a beaucoup de bouleversements. Et le moment où Albax arrive, peut-être que déjà, ce qu'il appelle civilisation urbaine est déjà une civilisation qui s'est adaptée à ces changements et qui est donc peut-être moins bouleversée. Et ce serait pour ça, quelque part, que le suicide arrive à un point de plafonnement. C'est un questionnement vraiment dans toute curiosité. Et j'ai une troisième question qui est peut-être plus d'intérêt personnel dans le champ de la sociologie. J'ai l'impression qu'il y a un regain quand même, enfin une redécouverte depuis une vingtaine d'années, même mais moins aussi, des relectures de Halbach, parce que comme vous le disiez, il a été oublié puis il a été redécouvert, mais que ces champs-là sont pas forcément, enfin que le champ n'est pas forcément complètement unifié. Je me demandais par exemple quelle était la place de Serge Pogam dans son analyse de Durkheim, vu que c'est des écoles sociologiques qui sont pas forcément des traditions qui ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu déjà un séminaire autour d'Albax où tout le monde a apporté, enfin, quelles sont les lectures en fait en sociologie dans cette redécouverte de cet auteur? Ça, c'est, voilà, c'était, ça fait 3 questions. Ça fait 3 questions. Je suis d'accord avec vous. Alors, sur les statistiques européennes, bon, déjà du temps de Durkheim, il en existait, mais elles étaient moins solides, hein, puisqu'il n'y avait pas forcément des catégories homogénéisées. Hein. Alvax, bon, on s'en réjouit, mais Alvax faisait partie de l'association des statisticiens et il a été aussi membre du Bureau international de statistique. Donc, c'est quelqu'un qui participait activement au processus d'élaboration des statistiques. C'est un aspect aussi de son travail. Donc, quand il pouvait disposer de chiffres qu'il pouvait estimer et surtout valider avec l'outil statistique, c'est-à-dire avec les probabilités, notamment en termes de dispersion et de variabilité, il n'hésitait pas à les utiliser. Et c'est comme ça qu'il a pu utiliser la différence entre 2 pays, c'était l'Allemagne et la Pologne, je crois, comparaison que ne pouvait pas faire vraiment Durkheim parce qu'il n'avait pas l'outil statistique pour le faire, pour saisir la variabilité. Donc Durkheim ne voit pas la variabilité et donc ça lisse le phénomène. Ça, c'est une chose. Donc pour lui, c'est un outil. C'est un outil, il s'en sert. Bon, il y aurait eu un autre outil, mais dans tous ses travaux, il fait comme ça sur les sexes à la naissance, un travail qu'il a fait dans les années 1933 et 1936, il utilise les statistiques européennes, des bureaux européens et notamment allemands, qu'il connaît très très bien. J'ai oublié de préciser qu'Alvax est germanophone et a même fait des traductions de Leibniz en français. C'est lui qui a fait les textes de traduction qui sont toujours enseignés aujourd'hui. Donc pour lui, c'est un outil, comme pour Durkheim aussi a utilisé les statistiques comme outil. Il a bien compris très tôt, seulement c'était un outil qui n'était pas encore perfectionné, si je peux dire. Et surtout, Durkheim va utiliser des méthodes d'analyse qui sont beaucoup plus primitives que celles d'Alvax, parce que Durkheim va utiliser les méthodes descriptives, alors que Alvax va utiliser les méthodes probabilistes. Voilà, bon, c'est ça l'intérêt. Alors sur le plafond, c'est que Durkheim n'a pas eu de chance. Vraiment, vraiment pas de chance. Durkheim, si mes souvenirs sont bons, ces derniers chiffres qu'il a utilisés, c'est dans les années 1860 ou 1870. Or, c'est juste le moment de l'acmé, c'est-à-dire du niveau le plus haut. Il aurait regardé les chiffres 2-3 ans après, ça commençait déjà à décliner. Mais bon, voilà, il a été prisonnier du choix de sa chronologie. Alors, quand je dis prisonnier, ce n'est pas de son fait complètement, c'est-à-dire qu'il a utilisé les données qu'il a pu collecter aussi. Mais il est clair que s'il avait été un tout petit peu plus loin dans les années, puisque bon, son ouvrage paraît en 1800, le suicide, donc la division du travail, c'est 1893 et le suicide, si je ne me trompe pas, alors là, vous me corrigez, parce que le suicide, c'est 1895, si mes souvenirs sont bons. Si ce n'est pas ça, dites-le tout de suite, parce que parfois je me perds en chronologie, mais en tous les cas, 1895, il aurait pu utiliser, alors que ces derniers chiffres utilisés sont dans les années 1870, il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu aller un peu plus loin et il aurait vu que le niveau de suicide commençait déjà à descendre.
Donc, je dirais que c'est vraiment une mauvaise chance pour Durkheim. D'autre part, Durkheim était quand même très prisonnier de sa notion d'anomie, d'absence de normes morales, économiques. Je rappelle quand même qu'il enseignait la morale, Durkheim. Il a vécu jusqu'en 1902 en étant enseignant, professeur de morale et de pédagogie à Bordeaux. Et donc, il était quand même c'est qu'à partir de 1902 qu'il peut enseigner la sociologie. Donc, là aussi, il est un peu prisonnier de cette approche des phénomènes sociaux par la question de la morale, qu'abandonnera complètement, mais complètement Bourdieu. Par exemple, Bourdieu ne parle jamais de morale. Alvax, lui, il va conserver la question des normes morales en la retravaillant différemment. Et Marcel Mauss, j'ai plus de souvenirs, mais je sais que chez Mauss, on rencontre rarement la question de la morale. Donc, voilà, bon, c'est lié un peu à la trajectoire de... Alors maintenant, le dernier point, pouf, là c'est dur. Alors, je vais vous dire, au mois d'octobre, nous avons été invités, je vais vous dire qui nous, à présenter les différentes phases du travail de Alvax, parce que c'est très riche, hein, les travaux de Alvax, à les présenter à Weimar. Weimar, qui est une ville située à peu près à 12 km du camp de Buchenwald. Donc, c'était en souvenir de la disparition de Maurice Alvax. On aurait dû le faire l'année dernière, mais le Covid n'a pas permis. Donc, nous sommes partis avec un billet collectif parce que nous étions invités par des collègues allemands. Et je rappelle que Weimar est en Allemagne de l'Est, donc il est resté quelques traces. Et l'organisateur de ce voyage, c'était Serge Pogam. Voilà. Donc, sous la houlette de Serge, nous sommes partis tous. Alors, quand je dis nous, c'est qui? Eh bien, justement, c'est moi, c'est... Jean-Christophe Marcel, avec qui j'avais fait un travail dans le point de vue du nombre, mais Jean-Christophe Marcel n'était pas très proche de Bourdieu quand je l'ai rencontré. Il était plutôt boudonien et moi plutôt bourdieusienne. Donc, mais sur Alvax, on s'est très bien entendu et on s'entend toujours très bien parce qu'on a une même approche d'Alvax, c'est-à-dire une même lecture. Anne Lucier, qui est au CMH désormais, aussi était du voyage. Bon, Thomas Hirsch avait été invité, mais il a décliné au dernier moment pour des raisons personnelles. Il y avait Gilles Montigny qui a republié les classes sociales d'Alvax. On se connaît tous en fait. On est un petit. Baudelot avait été invité, mais il était il avait aussi des problèmes de santé. Je veux dire pas lui-même directement, mais parmi ses proches. Donc, on se connaît, on dialogue, on est à peu près d'accord sur l'essentiel. Hein. Et Serge, certes, j'ai eu des discussions, il voulait faire, quand il a voulu rééditer les causes du suicide, il voulait faire lui-même une enquête sur le suicide, mais ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Bon, Serge n'a pas forcément venu du même niveau, de la même sphère que, par exemple, Jean-Christophe Marcel ou moi, en termes d'éducation de la sociologie, mais nous nous entendons très bien. Et nous nous entendons très bien sur le travail de Maurice Alvax. Ça nous réunit parce qu'en fait, Alvax n'est pas très clivant scientifiquement. Vous disiez que sur la biographie, en revanche, elle était… Alors, ça, c'est un autre point. Alors, nous sommes tous d'accord, ça, il faut le dire, et même à Weimar, Jean-Christophe Marcel l'a dit publiquement, donc ça a été enregistré. Ça, je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Si vous lisez, parce qu'évidemment, si on cherche une biographie, il n'y a que celle-là. Très, très grand public. En plus, c'est fait par Annette Becker. Annette Becker, c'est une grande spécialiste de la Première Guerre mondiale. Seulement, elle est rentrée dans Alvax sans connaître et sans avoir lu Alvax. Elle ne comprend rien à la pensée. Mais pourquoi elle s'est intéressée à Alvax? Parce qu'effectivement, c'est une spécialiste de la Première Guerre mondiale. Parce qu'elle a rencontré la petite fille de Victor Bache, que j'aime beaucoup, Françoise Bache. Mais dans la famille Bache, il y a eu quelques tensions. Et Françoise Bache a une représentation de la famille Alvax qui est assez particulière. Mais j'aime beaucoup Françoise Bache, hein, par ailleurs, ça n'a rien à voir. C'est une prof de littérature à la retraite. Bon. Et c'est via cette rencontre,
je ne peux pas vous donner les détails parce que je n'étais pas du tout dans la rencontre, mais toujours est-il que cette rencontre a axé l'entrée d'Annette Baker via la famille Bache. Ouais, d'accord. D'accord ? On est dans des mémoires familiales différentielles. Tout à fait, mémoire familiale qui domine et qui a écrasé la mémoire familiale alvaxienne. Mais ce n'est pas grave, la famille Alvax est très très gentille et elle n'en veut pas du tout à Victor Bache parce que Yvonne Bache était quelqu'un de très intelligente et très active, enfin très très bien. Mais cette entrée a fait que, enfin c'est une hypothèse que nous faisons nous les Alvaxiens, excusez-moi de dire, oui j'ai oublié de citer Christian Topalov, avec qui on peut avoir quelques pouf-pouf, parce que Christian Topalov a quand même une entrée un peu différente de la nôtre, surtout quand il affirme qu'à l'époque, c'était des chercheurs de cabinet et non pas de terrain. Alors là, nous avons des grandes discussions sur les méthodes de l'époque. Et là aussi, il y a une projection de Topalov personnelle là-dessus, mais ce n'est pas grave, on peut dialoguer. Alors, mais Annette Baker s'est identifiée à un membre de la famille Bache. Et ce que je peux vous assurer, c'est que moi qui ai commencé à lire cet ouvrage alors que je vivais à Berlin à l'époque, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, cet ouvrage, enfin, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je vais le jeter. Ce que je lisais était tellement déformé, tellement Alvax, que ce n'était pas possible. C'était pas possible. Elle a une théorie comme quoi Alvax n'a rien compris à la Première Guerre mondiale, enfin, elle a des théories et elle met des pensées dans la tête d'Alvax qui n'existent pas. Et alors je me disais, bon, je suis un peu excessive, on va voir. Parce que bon, évidemment, moi, je me sens assez proche comme j'ai lu l'entretien de la sœur d'Alvax, qui elle-même ne comprenait pas Alvax, et que j'ai beaucoup fréquenté la famille Alvax, je me disais, oh là là, je suis devenue trop proche, je suis devenue trop affective. Et j'en ai parlé à Jean-Christophe Marcel, et là, il m'a dit, c'est exactement la même chose. Il m'a dit, c'est pas possible d'écrire des imbécilités pareilles. Et nous partageons, en fait, en parlant entre nous, et donc ce livre, parmi ceux qui connaissent les travaux d'Alvax, ça ne peut pas être un livre de référence, c'est pas possible. Tout simplement. D'accord. Voilà. Merci c'est beaucoup. Une fiction. Merci beaucoup pour cette expérience de lecture et la description du champ. Moi, ça m'aide beaucoup que vous apportiez autant d'éléments sur l'histoire des idées déjà de l'époque et la façon aujourd'hui dont c'est redécouvert au présent. J'ai une dernière petite question qui m'a particulièrement intéressée parce que donc, moi, j'ai fait ma thèse de sociologie sur l'émergence des thérapies cognitives et comportementales. Et vous avez évoqué à un moment donné, effectivement, que une des raisons pour lesquelles Albax aurait disparu à un moment donné de la circulation, c'est parce que le plan Marshall a favorisé le financement des sciences sociales descriptives. Et c'est vrai que moi, n'étant pas historienne et assez néophyte d'une certaine façon, j'ai eu l'occasion lors de ma thèse de redécouvrir, notamment à travers un article de Boltanski qui porte sur le plan Marshall, qui s'appelle America, je crois, et à travers des archives personnelles de pionniers des thérapies cognitives et comportementales qui avaient été eux-mêmes financés par le plan Marshall pour pouvoir aller aux États-Unis et rapporter en quelque sorte ces nouvelles psychothérapies en France. Je me dis qu'en fait, c'est un peu ce même mouvement de pragmatisme qui visait à insuffler une pensée plus pratique et face à l'arsenal théorique français. Et je me demandais si vous aviez d'autres références bibliographiques, parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse. Et j'avais que cet article au moment de la rédaction sur l'influence du plan Marshall sur la vie intellectuelle française et le paysage que ça a pu dessiner. Parce que moi, j'ai plus vu des itinéraires individuels de pionniers et en général, on retrace dans les archives. Là, en ce moment, je travaille sur des archives et je vois les voyages dans les années 70 d'intellectuels qui vont faire des entretiens aux États-Unis, qui reviennent, qui diffusent leurs pensées. Mais c'est vrai que je n'avais pas de référence historique sur le sujet. Alors, vous avez, il y en a deux qui me viennent spontanément en tête et il y en a une troisième dont le nom, pourtant je la connaissais bien, Jacqueline Pluet, je crois. Mais les deux premières, c'est Brigitte Mazon, qui a fait, qui est donc une archiviste historienne de l'École des hautes études à la retraite aujourd'hui, qui a fait un texte sur les fondations américaines, sur l'influence de ces fondations en France. Je ne me souviens plus du titre de l'article, là, je ne peux pas vous dire, mais si vous cherchez au nom de Mazon, c'est M-A-Z-O-N.
Mais si jamais vous ne trouviez pas, hein, vous m'envoyez un mail, je pourrais vous trouver. Il y avait Michael Pollack qui avait fait aussi des travaux là-dessus avant qu'il se lance sur le sida, quand malheureusement il a été touché par cette maladie. Donc Michael Pollack, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sociologue qui avait été d'origine autrichienne, qui avait été formé par Bourdieu et qui a travaillé au CNRS et qui connaissait bien les États-Unis, hein, qui avait beaucoup travaillé aux États-Unis et qui avait fait un dossier, mais je ne me souviens plus du tout le nom. Il était à l'IHTP, à l'Institut d'histoire contemporaine, du temps présent plutôt. C'était son labo. Donc là, il faudrait que je retrouve les titres, hein, je ne les ai plus comme ça en mémoire. Mais il y a quand même un certain nombre de travaux, hein, sur ces réceptions. Et en dernier, je crois qu'il y a Jacqueline Pluet, mais là aussi, je vais, si vous voulez, les travaux qui ont été faits autour de Lucien Febvre et Marc Bloch après la guerre, notamment sur Lucien Febvre, évoquent ça, hein, ces questions-là aussi. Et Jacqueline Pluet, qui était une spécialiste de ces questions. Alors là, il y avait un numéro d'une revue qui m'échappe complètement. Vous voyez, je ne suis pas très productive là, mais j'essaierai de vous trouver des références beaucoup plus précises. Mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre ça. Moi-même, j'ai découvert très tard, hein, le fait quand même que du point de vue américain, il y avait une question de rééduquer les intellectuels européens. Européens, oui. Ouais. Ouais. Et que ça a eu quand même beaucoup d'effets, si je peux dire, finalement. Bon, merci beaucoup. Ouais. Je vous en prie. Merci à vous pour votre invitation. Merci. On va juste faire la pub pour les sessions aussi à suivre, puisqu'on va avoir du coup effectivement donc Christian Baudelot qui viendra, avec qui vous avez coécrit plusieurs ouvrages. Donc il n'était pas encore en venue. Donc la prochaine session, c'est pour la Saint-Valentin, donc le 14 février, et ce sera sur le suicide d'Emma Bovary. Donc avec Charlotte Gindre qui fera une session sur le suicide d'Emma Bovary, d'un seul acte, temps de lecture, de la psychiatrie à la philosophie, c'est-à-dire la réception du suicide d'Emma Bovary et du coup du geste suicidaire d'Emma Bovary dans son contexte de l'époque. Et puis ensuite la session du coup avec Christian Baudelot le 14 mars sur le suicide l'envers de notre monde. Et puis, il y aura après toujours une session par mois, le 11 avril, le 9 mai. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans le lien que je suis en train de vous mettre dans le chat. Et j'en profite pour annoncer aussi une session hors thème. Donc là, on sera non plus sur le suicide, mais c'est à l'occasion de la parution d'un ouvrage d'histoire, donc écrit par Nicolas Ankès, que vous devez connaître, et par Benoît Majerus, qui est donc historien, lui. Qui s'appelle Maladie mentale et société 19e, 20e siècle, qui va sortir, je crois, au mois de mai, le 22 mai. Donc, du coup, le 24 mai, ils viendront présenter leur ouvrage en quasi avant-première, si j'ose dire. Donc, du coup, sur la chaire de philo, le lien est déjà disponible pour s'inscrire, tout est déjà disponible sur le lien que je viens d'envoyer. Voilà. Merci beaucoup, Marie Gesson. Merci, Elsa Forner. On espère que ça a été instructif pour tout le monde. Et puis, on a hâte de vous revoir du coup pour la Saint-Valentin. Et bonne fête de fin d'année à tous. Merci à vous et bonne fête à tous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.